Super. Merci beaucoup. Les filles, les filles, il y en a une qui peut prendre une photo juste du layout, s'il vous plaît. Parce que là, franchement, ils sont... On reste jusqu'à l'apéro, quoi. Oui, c'est bien le titre. Merci Marie. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Alors, le temps qu'on soit servi, on va faire les présentations. Aujourd'hui, l'apéro du chef, ça va être sous le signe de la tradition et de la gourmandise, parce qu'on reçoit un boulanger pâtissier émérite de la place Genevoise, monsieur François Wolfisberg. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, auditrices ? Alors, donc je suis un enfant de Carouge, bien que né en Suisse alémanique, en Argovie précisément, car mes parents étaient suisses allemands. Et puis j'ai fait mes écoles sur Carouge, ensuite un premier apprentissage de boulanger-pâtissier chez Mage à Malagnou, un deuxième spécialisation confiseur chez Lanfranconi à la rue Adrien Lachenal, et ensuite des pérégrinations notamment au Palace de Gstad, au Castello del Sole et à Ascona, dans les palaces suisses alémaniques et tessinois, avant de revenir chez mes parents, de faire un brevet professionnel de boulanger-pâtissier et ensuite une maîtrise fédérale de boulanger-pâtissier. Quand tu dis brevet professionnel, c'est la classe suisse, hein, c'est pas le BEP français. Alors en fait, effectivement, tu fais très bien de me reprendre parce que c'est pas un brevet professionnel, ma langue a fourché, c'est un brevet fédéral. Ah ok, exactement. Parce que je me dis, tiens, il allait espionner les voisins. Mais surtout un diplôme français dans un palace en Suisse alémanique, ça me paraissait pas vraiment. Il faut toujours, cela dit, aller espionner ce que font les voisins, c'est extrêmement important. Hein. Surtout, Peu importe d'où ils viennent, mais c'est très très important d'avoir toujours l'œil et surtout le palais bien ouvert. Surtout, je pense qu'ils sont pas trop mauvais dans ce domaine-là. Absolument, tout à fait. Ok. Et quand est-ce que l'aventure entrepreneuriale a vraiment pris son essor ou quand est-ce que tu as lancé ta première boulangerie ? Alors, elle a pris son essor déjà, je dirais, quasiment enfant, parce que j'ai eu la chance de naître dans une boulangerie-pâtisserie, car c'est mon père qui l'a créée en 1961, et moi j'ai grandi dans cet univers. On habitait la maison dans laquelle il y avait et le laboratoire et le magasin. Et donc très tôt, j'ai dû mettre la main à la pâte. J'ai encore une marque ici de cicatrice pour avoir mis ma main dans le pétrin à l'âge de 10 ans. Parce qu'à cette époque-là, on faisait ce qu'on appelle les levains le soir, la préparation des pâtes pour le lendemain. Et puis là, j'ai très tôt dû aider papa. Et il n'y avait pas de grille de protection de sécurité à l'époque. Et malheureusement, elle a été happée. Mais par grande chance, outre la cicatrice, il n'y a pas beaucoup plus de handicap que ça. J'ai des amis moi qui sont boulangers et leur fils dit toujours il a appris à marcher en poussant les paniers de pain. C'est toi aussi, t'es pas les trotteurs ou je sais pas quoi, lui c'est avec les paniers de pain qu'il a appris dans l'arrière-boutique. C'est ton cas aussi un peu. Oui, alors nous c'était rapidement de mettre la main à la pâte. Pour ma grande sœur, c'était la vente au magasin et par la suite j'ai aussi fait de la vente au magasin très tôt. Il fallait vraiment, c'était un business familial. Mon père a commencé venant de Suisse alémanique, en passant par notamment Copenhague, Paris et Londres. Il n'avait pas le sou et donc il fallait vraiment travailler pour payer les dettes d'abord de la boutique et ensuite de l'achat de la maison également. Okay. Aujourd'hui, Wolfisberg, c'est combien d'officines ? Alors on a 5 enseignes à l'heure actuelle, dont 4 avec des salons de thé. Moi j'en connais 2 que j'aime beaucoup, c'est celle de Carouge et puis c'est Georges Favon. Georges Favon, tout à fait, ouais. Dans le quartier des Banques. Ouais. Exactement. On en a encore une à la route de Florissant. D'accord. Ouais, oui. Une dans le canton de Voirol, on a repris une boutique là il y a 4 ans. Et puis le dernier né, c'est dans la galerie des Eaux Vives, à la gare des Eaux Vives. Ok.
Oula, Ah, mais exact, oui, c'est vrai. sujet sensible, non? Très sensible. S'il vous plaît, on va pas plus loin. Non, très sensible parce qu'évidemment tout le monde sait que c'est extrêmement difficile au niveau des affaires dans cette gare maintenant. Donc Ouais. il y a un dicton qui dit l'espoir fait vivre, donc on y croit très fort à ce dicton. Il y a d'innombrables facteurs qui font que il n'est encore pas lancé à fond et loin de là. Et notamment la deuxième partie de la galerie n'est encore pas terminée parce qu'ils ont commencé il y a peu, elle sera terminée d'ici 3 à 4 ans car la ville de Genève a malheureusement du retard. Les CFF sont eux à l'heure, on va dire, avec leur chantier, oui. pas toujours avec les trains. Et donc à ce moment-là, il y aura 3 immeubles supplémentaires, il y aura une grande enseigne, un supermarché de 1000 m², un centre sportif, un mur de grimpe, une piscine, etc. Grâce un peu à cet aparté sur la gare des Eaux Vives, ça va me permettre de te poser une question, parce que, ok, il y a la boulangerie, mais je crois que tu es aussi assez engagé sur la vie politique genevoise. Alors la politique, je pense qu'en tant qu'entrepreneur et puis enfant d'une commune, eh bien à un moment donné, il faut essayer de rendre ce que l'on a reçu. Donc c'est ce qui m'a poussé aussi avec certaines personnes derrière moi qui m'ont posé la question si je voulais entrer en politique. Mon père avant moi avait toujours lui refusé. Les temps ont changé, on a un peu plus quand même de temps libre qu'il y a 50 ans en arrière. Et puis je me suis décidé effectivement à entrer sur une liste du conseil municipal de Carouge en 2011. Et puis donc j'ai œuvré dans cette commune au niveau des municipales pendant 7 ans avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Ça a permis de connaître les rouages du fonctionnement d'une ville aussi belle soit-elle nommée Carouge. Et depuis, tu es toujours au CM ou tu as bifurqué Alors en 2018, on m'a demandé de me mettre sur la liste pour la députation, pour le Grand Conseil, et puis j'ai accepté aussi ce défi qui était lui vraiment de taille et je ne pensais pas vraiment me faire élire. Et puis, je me suis fait élire. Le nom, je pense qu'il parle un peu à beaucoup de monde. Apparemment, effectivement, en tant que boulanger, on est quand même appelé à avoir beaucoup de clients. Sur les 5 boutiques par an, évidemment qui se répètent souvent, mais c'est quand même 1,5 million de personnes qui rentrent par jour, par an, donc dans l'une de nos 5 boutiques, c'est énorme. Et puis, j'ai découvert cet univers du Grand Conseil, et notamment la section PLR dans laquelle je suis, où j'ai fait des rencontres absolument extrêmement intéressantes. Et puis les défis que l'on a devant nous sont vraiment de taille. Donc ça me correspond. On a reçu Bertrand Reich il n'y a pas longtemps, la vidéo va sortir. Oui, vous en avez des défis actuels et futurs. Tout à fait. Pour revenir à la boulangerie, qu'est-ce qui fait le succès de Wolfisberg, de ton enseigne? Je pense que le succès, les bases du succès, elles ont été déjà posées entre la création, ou la reprise, parce qu'il existe une boulangerie Wolfisberg à la place du Temple à Carouge depuis 1826 en fait, donc qui s'appelle Wolfisberg depuis 1961, depuis le 4 octobre exactement. Eh bien, c'est les 35 années que mes parents ont passé à développer cette minuscule enseigne de jour en jour, d'année en année. Aussi bien qu'ils le pouvaient, à tous les niveaux, et ça nous a permis ensuite de pouvoir continuer sur ces bases, sur ce fondement qui était très sain, de pouvoir continuer et surtout de développer l'entreprise, parce que j'aime pas du tout la connotation fils à papa, donc je me suis dit qu'il fallait que j'apporte ma pierre à l'édifice de cette entreprise, et puis on a continué à la développer, ensuite avec mon épouse aussi à mes côtés, et puis on a développé le chiffre d'affaires en 24 ans maintenant par 7. Et surtout, on a pu aussi agrandir notre laboratoire qui était de 80 m², il est passé à 500. La petite boutique de 17 m² originale, elle est passée à 300 m² avec un tea room, un espace jeu, etc. Donc on a entrepris, on a pris des risques, on a créé des emplois. Et pour le moment, ça nous réussit. On est extrêmement heureux aussi, surtout grâce, évidemment, je le dis toujours à mes collaborateurs et collaboratrices, que l'on vit que grâce à nos clients. Et eux nous le rendent très bien jusqu'à présent et on est
extrêmement heureux de cette situation. Comment ça s'est passé la transition? Parce que tu dis, je suis pas fils à papa, mais il y a bien un moment où vous avez certainement cohabité. Et comment ça s'est passé cette transmission? Il a accepté ça assez facilement, de laisser les rênes? Alors ça c'était clair depuis assez longtemps, même depuis quasiment un peu notre enfance, adolescence, parce que j'ai toujours 2 sœurs et un frère. Il avait toujours dit que celui qui pourrait reprendre la boulangerie-pâtisserie devait déjà avoir appris le métier. Donc sur les 4, j'étais le seul. Et celui Par passion, totalement par passion. Ouais. Il m'a vraiment plongé tant comme je l'ai dit tout à l'heure dans le pétrin. Toi tu iras avocat, toi tu iras banquier, toi tu iras ecclésiastique, toi tu iras à la boulangerie. Donc c'est un métier quand même très difficile et donc il faut vraiment être passionné pour le faire, en tout cas pour bien le faire. Parce que sinon ça peut très vite capoter. Et donc celui qui a repris la boulangerie a pu reprendre ensuite racheter le bâtiment dans lequel on vit encore maintenant, ce qui était une pierre extrêmement importante. Ça nous a permis justement de pouvoir acquérir une structure beaucoup plus grande au niveau du laboratoire. On a pu acquérir aussi sur la commune de Carouge, parce que l'immobilier, vous le savez, à Genève, il est extrêmement coûteux. Bien sûr. Et donc, même à l'époque. Déjà à l'époque. Même à l'époque, ouais, tout à fait. Surtout qu'il avait, disons, pas le sou, mon père. Et pour revenir à lui quand même, donc il était fils de fermier, mes grands-parents étaient fermiers, donc pas propriétaire des murs, et mon grand-père 2 fois s'est fait chasser à la fin de son bail de sa ferme. Et donc mon père ne voulait absolument pas revivre ça. Donc il a dit, quand je m'installe à l'orée des 30 ans, je veux absolument être propriétaire des murs. Donc il avait une opportunité à Bernay, une autre à Carouge. Et puis ça, c'était vraiment une vision extrêmement intelligente et courageuse. Mais il a vu cette expansion de sa petite officine qui est devenue plus grande, et 2 et 3. De la petite boulangerie. Alors il l'a vu, il est décédé maintenant il y a 11 ans, mais il a vu jusqu'à la 3e officine. Et d'ailleurs, il a travaillé jusqu'à la fin. Il faisait notamment des spécialités danoises, puisqu'il a travaillé une année au Danemark. Exactement. Et donc, je ne sais pas s'il était, parce que ça il ne me disait pas ouvertement, s'il était toujours d'accord avec les nombreux et surtout importants investissements qu'on a fait, alors que lui, à son échelle, en a fait tout autant, mais évidemment, c'était plus ses mains, mais disons les miennes. Mais cela dit, il a toujours en tout cas cautionné. Puis jamais opposé un veto, même si c'était déjà mon entreprise formellement depuis le 1er janvier 1996. En tout cas, il était là, présent, et certainement quand même, sans le dire, fier de ce développement depuis le début. En fait, il a vu la continuation. Ces générations d'entrepreneurs ne disaient pas leur fierté à leurs enfants sur les aspects. Mais il suffisait le simple fait qu'ils soient là et finalement qu'ils ne disent rien, voulait dire tout ce qu'ils en pensaient. Exactement. Qu'est-ce qui quelle valeur fermière t'a-t-il transmis? Alors, je pense le goût des choses bien faites, savoir d'où on vient, d'où sont nos racines, c'est toujours extrêmement important. Un des proverbes que j'ai dans mon bureau, c'est il faut payer son pain soi-même pour savoir combien il coûte. Oui. Ça, c'est une valeur que lui m'a transmise, c'est un proverbe fribourgeois d'ailleurs, mais je trouve que c'est extrêmement important de toujours savoir d'où on vient pour relativiser les choses. On a des collaborateurs, des collaboratrices, des apprentis, etc. qui ont un autre statut social. Il faut savoir, il faut le savoir, il faut le considérer. Moi, je ne suis pas un matu-vu, amateur de grandes voitures, etc. Aussi par respect par rapport à nos collaborateurs qui travaillent aussi durement, 7 sur 7, le week-end, la nuit, etc. Donc il faut toujours respecter énormément l'humain. Pour moi, les ressources humaines, j'appelle ça aussi un capital humain. Bien sûr. Oui, c'est bien pour ça qu'on appelle ça ressources humaines. Souvent, quand on devient la PME ou la grosse entreprise, on finit par l'oublier. Exactement. C'est pour ça que le terme salarié, je déteste ça. Parce que je trouve ça extrêmement vulgaire, c'est-à-dire que c'est une personne qui reçoit un salaire et du coup doit fournir un certain travail. Je préfère nettement le terme ou d'employé ou de collaborateur, collaboratrice. Je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant. Salarié, c'est vraiment, j'aimerais pas
qu'un de mes patrons m'appelle, ouais, tu es mon salarié, tu me dois ce travail contre l'argent que je suis assez d'accord avec toi. je te donne. Je parle toujours de collaboratrices quand je mentionne mes collaboratrices du coup. Fais attention parce qu'aujourd'hui elles sont toutes là. Aujourd'hui, Là on les voit pas, elles sont derrière la caméra, mais elles sont toutes là, Patrick. Donc, ouais, je sais. non, mais faut que les connaître, c'est bien le cas. C'est bien l'esprit qu'il a. Et du coup, bon, tu as repris l'affaire familiale. Comment ça s'est passé avec les frères et sœurs? Ils sont dans l'activité aujourd'hui, maintenant que c'est une PME? Alors, une de mes sœurs qui avait été dans l'activité avec mon père est restée quelque temps, mais rapidement la structure a beaucoup changé. Et donc elle ne trouvait plus non plus sa place et puis on a décidé de se séparer à ce moment-là. Elle n'était pas non plus, elle travaillait uniquement à temps partiel, principalement le week-end. Mais c'est vrai que la petite boutique familiale, super sympathique, une structure beaucoup plus importante, ça a complètement changé la donne, disons. Oui, c'est un autre Au type. niveau aussi de l'accueil des clients, etc. Voilà. Et la future génération, tu as déjà trouvé qui? Alors ça c'est une bonne Qui question. commence à mettre la main à la pâte? Qui s'est coupé ou brûlé déjà? Coupé plutôt avec le couteau de cuisine à la maison, brûlé pas encore non plus, mais justement parce que l'entreprise c'est quelque chose qui me parle énormément et la succession aussi à l'interne si possible, sachant qu'on a une nombreuse descendance, on a donc 7 enfants qui vont de 12 ans à 20 ans. Alors pour le moment je pense que les 3 aînés qui sont des filles ne paraissent pas être intéressées, elles font d'autres formations. Mais c'est encore très jeune au jour d'aujourd'hui. Il faut savoir que, contrairement à la génération de mes parents, il y a actuellement, on peut très bien se réorienter, même beaucoup plus tard. Bien sûr. J'ai un ami du côté de Bienne qui avait une structure équivalente un peu à la nôtre, et c'est son fils qui était ingénieur électricien qui a repris l'entreprise il y a 5 ans et qui fonctionne à merveille jusqu'à présent. On a toujours formé des apprentis au sein de l'entreprise depuis bientôt 60 ans, 59 ans cette année. On a même formé 46 jusqu'à présent depuis lors, mais surtout beaucoup plus depuis qu'on a le laboratoire qui est beaucoup plus spacieux. On est les plus grands formateurs du canton actuellement, à former dans les 2 orientations, à savoir et boulangerie-pâtisserie et pâtisserie-confiserie, et également en tant que gestionnaire en commerce de détail, donc au niveau de la vente aussi. Au total, on forme actuellement 9 apprentis. Au total, on est 69 actuellement. Et juste pour revenir à la formation, parce qu'on adore vraiment ça, on pense que c'est extrêmement important aussi. Au jour d'aujourd'hui, surtout avec la pandémie que l'on vit, on sait qu'il y aura 10 000 apprentis en Suisse qui ne vont pas trouver de place de travail. Nous, on en a engagé comme prévu 4 déjà, dont une qui a fait un premier apprentissage, qui fait maintenant un complément d'une année supplémentaire, et 3 nouveaux apprentis, que ce soit en CFC ou en AFP. Parce qu'on pense que c'est extrêmement important. Tout le monde ne veut pas accéder au collège ou à l'école de culture générale, etc. Il y a des gens très manuels. Moi, j'avais la possibilité d'y aller au collège, mais je n'avais pas envie parce que j'étais quelqu'un, et je suis toujours de très manuel. Et c'est pourquoi il faut offrir cette possibilité. Je trouve que c'est un devoir que l'on a en tant qu'entrepreneur. Alors c'est vrai que la formation duale en Suisse, elle a énormément de succès. Et d'ailleurs, elle est enviée dans beaucoup de pays. Et c'est un excellent système, aussi bien pour l'apprenti que pour l'employeur. Donc il faut savoir qu'il faut un contrat avec l'employeur pour pouvoir commencer un apprentissage, parce qu'on est souvent sollicité par certaines personnes qui aimeraient faire une formation, puis qui se disent « Ah, mais donc il faut que j'aille m'inscrire à l'école, si elles ne viennent pas d'ici, elles ne connaissent pas le système. » Et non, il faut d'abord qu'un employeur vous engage et ensuite vous serez inscrit à l'école. Et donc cette formation dite duale, ou pour notre branche c'est 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école et une rémunération aussi, eh bien, ça fonctionne à merveille. Effectivement, Genève ayant un espace rural très, très restreint, une ville universitaire par excellence, donc c'est vrai que l'apprentissage n'est pas tellement mis en valeur, malheureusement, disons, mais c'est vrai que vu le contexte, c'est un peu compréhensible. Cela dit, il y a une recrudescence quand même d'apprentis, surtout d'apprentis IE,
au niveau de la pâtisserie, notamment certainement de par les émissions, Ouais, notamment télévisées. Top Chef est passé par là? Exactement. Donc on a, Meilleur pâtissier, on a de très très nombreuses candidates pâtissières qui d'ailleurs réussissent souvent très très bien. On en a 3 qui ont terminé cette année leur apprentissage et l'an passé on a engagé 2 garçons, mais pendant 5 ans environ on avait 7 filles au laboratoire en tant qu'apprentis. Ouais. Souvent, ce sont des meilleures candidatures aussi au niveau de la motivation. On avait une candidature notamment qui avait fait déjà une maturité fédérale, elle fait déjà 3 semestres à l'université, elle voulait vraiment faire ça depuis longtemps et à l'âge de 21 ans, elle s'est décidée à faire cet apprentissage, on l'a gardée, elle travaille toujours chez nous, elle a une plus grande satisfaction, donc on a des gens un peu de divers horizons, mais c'est vrai que ces émissions télévisées, ils sont pour beaucoup au niveau de la pâtisserie et c'est une excellente chose. Hein. La France, c'est quand même le pays de la gastronomie numéro 1 et surtout de la pâtisserie et boulangerie parce qu'il y a évidemment d'autres pays aussi. Si on pense à l'Italie et l'Espagne au niveau gastronomique, qui sont très très forts aussi, mais nettement moins en pâtisserie et en boulangerie. Je te suis toi et puis ton entreprise sur les réseaux sociaux et je trouve qu'il y a quelque chose que tu fais très bien, c'est de valoriser tes jeunes et tes apprentis. Justement la formation, parce que j'ai été enseignant aussi au CEPTA pendant 7 ans, j'ai toujours trouvé que c'était extrêmement important. On a essayé de la valoriser justement autant que faire se peut. Et puis il faut aussi savoir que eh bien, les générations passent, il faut aussi des gens qui nous remplacent à un moment donné, et pour qu'ils nous remplacent, il faut les former. Hein, parce que si on ne les forme pas, eh bien, ils ne pourront jamais nous remplacer. Et puis, j'étais récemment en vacances en Suisse centrale, du côté de Lucerne, et puis j'ai un ami confrère qui me disait qu'il avait énormément de peine à recruter des boulangers, surtout des bons boulangers. Puis au moment où je lui ai posé la question à savoir s'il formait des apprentis, il m'a dit oui, j'en forme, mais uniquement dans la vente, parce que je suis très exigeant au niveau du laboratoire, des boulangers, pâtissiers, confiseurs, à tel point que je n'ai pas trouvé encore le candidat idéal. Donc là, j'ai trouvé qu'il y avait une lacune justement, parce que nous, on recrute maintenant à l'interne aussi. Pendant longtemps, on ne recrutait pas à l'interne, mais les 2 derniers apprentis qui ont terminé, enfin il y en avait 3 qui ont terminé, 2 des 3, on les a gardés et travaillent maintenant à notre plus grande satisfaction. Comment tu vois Wolfisberg à l'avenir? Ça va être aujourd'hui Genève, demain la Suisse et l'Europe? Non, j'irai pas jusqu'à là parce qu'on reste extrêmement local quand même, malgré tout, pour pouvoir bien maîtriser l'ensemble de l'entreprise, c'est-à-dire d'une part la production, mais aussi les magasins. On voit un peu la difficulté qu'on a avec une boutique déjà à 45 km, c'est pas l'autre bout du monde, Roll, mais quand même, c'est beaucoup plus difficile à gérer que si c'était dans le canton de Genève déjà. Et quel genre de chef? T'es un chef qui délègue ou t'es un chef qui a la main un peu sur tout? Alors, je pense que pour réussir à fidéliser ses collaborateurs et collaboratrices et ses responsables, et pour qu'ils se sentent bien, il faut absolument déléguer. Si on ne délègue pas au jour d'aujourd'hui, si on est totalement patriarcal, eh bien, je ne pense pas que ce soit un modèle d'affaires qui réussisse pour les générations actuelles. Donc, je délègue énormément, très volontiers, tout en supervisant, hein, parce que grandir comme nous on a grandi, eh bien, sans l'appui des responsables que l'on a dans les différents départements, c'est juste impossible. On a beaucoup parlé de ton métier, de ton enseigne, de ta passion, c'est normal hein, quand on est entrepreneur. Maintenant, on a une tradition, c'est de faire le portrait de l'invité, parce que nous, ce qu'on aime, c'est de savoir qui est notre invité. Alors, sur le portrait chinois, je commence toujours par la même question, c'est comment on devient chef? Alors, je pense qu'on n'est pas forcément, en tout cas c'était mon cas, mais je pense qu'une des très bonnes voies, en tout cas celle que j'ai suivie, celle que mon père m'a inculquée, en fait, c'est de montrer l'exemple. J'essaye encore maintenant, 4 nuits par semaine, je commence à 3h30 du matin, je fais ce qu'on appelle dans le jargon le four, la cuisson du pain pendant 3 à 4 heures. Aussi pour montrer l'exemple. Ensuite, il faut aussi savoir écouter, savoir remercier justement. Il faut la compétence hein, pour être capable de dire qu'à cet endroit-là, il y a un problème. Par exemple, un de mes enfants me posait la question à savoir s'il était nécessaire encore d'apprendre la formation, disons, boulanger-pâtissier
au vu de l'entreprise qui a passablement grandi, est-ce que de la gérer d'une manière administrative suffisait? Je dis que non, hein, parce que tu dois absolument être capable de gérer aussi les problèmes qu'il peut y subvenir lors de la fabrication d'une recette, par exemple. Dire pourquoi il y a eu ce problème-là, pourquoi il faut créer aussi des nouveaux produits. C'est extrêmement important d'être dynamique avec les nouveaux produits, et ça, c'est l'impulsion souvent du responsable qui est derrière. En tant que boulanger et entrepreneur, du coup, tu es plutôt maso ou sado? Alors, je ne sais pas si... Alors, dans ces deux contextes, c'est-à-dire la boulangerie et l'entrepreneuriat, enfin l'entreprise, j'essaye d'être ni l'un ni l'autre. Mais dans l'un de mes hobbies, qui est le ski nautique, sport qu'on pratique en famille, eh bien, si j'écoute mes enfants, je suis totalement maso. François Volksberg, quand il est sous la douche, il chante quoi? Alors, il chante... Rien du tout. Bah non, parce que lui, il doit se doucher à 3h du matin, il va réveiller toute la maison. Même pas. Parce que pour la simple et bonne raison, j'essaye de l'apprendre le plus rapidement possible. D'accord. Ça a toujours été comme ça, il faut que ça aille très vite, donc je pense à rien du tout, je chante encore moins. Le shampoing, le gel douche et la barbe en même temps, parce qu'il faut... Exactement, je sais pas, c'est l'espace de quelques très petites minutes. Comment tu déconnectes? Alors, je déconnecte principalement par les voyages. Mon épouse et moi-même, on parle 5 langues, donc on adore voyager. Mon père parlait 4 langues, ma mère était trilingue. Du métier, les deux, dans la gastronomie, boulangerie, pâtisserie, le service pour ma mère. Donc, je suis né avec ça. Et le sport. Le sport, c'est pour moi quelque chose de vital depuis mon plus jeune âge. Et je continue à en pratiquer énormément et de transmettre ça à nos enfants aussi. Quand on te voit, c'est clair que le sport, ça a l'air d'être... ski nautique. Ski nautique et randonnée, aussi randonnée en haute montagne. J'ai commencé, j'en ai fait beaucoup à l'âge de 20 ans, beaucoup d'alpinisme, des faces nord notamment. Et puis, j'aimerais inculquer ça à mes enfants. Donc, l'objectif, c'est de faire des 4000. Donc, à 3 ans, j'ai repris ça. Et puis, on en a déjà fait 2 avec 3 de nos enfants. Et cette année, je vais en reprendre en tout cas 3, y compris mon épouse qui veut s'y remettre. Elle a fait le Mont Blanc à l'âge de 12 ans. Et le sport et les voyages, c'est nécessaire à mon équilibre. L'Everest est en pointe de mire? Écoute, je ne sais pas si justement avec les années on devient beaucoup plus sage, n'est-ce pas? Mais après les 4000, il y aura, c'est sûr, des 5000 et des 6000. Aller plus haut, ça on verra. Je ne suis pas le plus jeune non plus, mais l'expérience aidant, on peut aller moins vite, mais d'un pas sûr quand même. L'expérience aidant, on peut surtout faire demi-tour. Oui, Absolument. aussi. Absolument. Si tu étais une folie? Une folie, eh bien, peut-être que justement, j'irais faire un 8000. Un film que tu adores? Un film que j'adore. Alors, j'ai adoré Le Silence des agneaux. Prestance absolument impressionnante d'Anthony Hopkins. Qui n'apparaît, je crois, que 13 minutes dans le film. Et c'est assez impressionnant de se rendre compte, en fait, avec ce peu de temps, l'empreinte qu'il a réussi à mettre dans ce film. Si tu étais une gourmandise? Une gourmandise. Alors, j'aime les choses, en fait, plus les années avancent, plus elles sont simples, meilleures elles sont. Donc, ma gourmandise par excellence, c'est la fondue, en famille, accompagnée d'une excellente charcuterie, valaisanne de préférence, et du pain, évidemment, qui va avec le gruyère et le vacherin. Un dessert qu'on doit absolument goûter chez toi? Alors, C'est le gourmand qui parle. C'est ça, là, en fait, c'est pas du tout pour l'interview, c'est juste lui, vraiment, c'est une question très privée. alors, dans le registre des choses très simples et de saison, il s'agit d'une tartelette aux abricots. C'est bon, tu m'as eu. Du Valais. Alors des choses extrêmement simples, un peu de pâte brisée, un excellent fruit, bien mûr. Et c'est tellement de saison et tellement goûteux justement aussi de fruits de qualité. La cuisson elle est bonne. Il ne faut rien de plus actuellement. Tu croises le gamin que tu étais à 16 ans, qu'est-ce que tu lui dis?
Alors je lui dis, crois en toi, ouvre-toi sur le monde et fonce. Si tu as le choix entre deux personnalités, mortes ou vivantes, ou une pour refaire le monde sur une soirée, et une autre plus si affinité. Alors pour la première question, je dirais Tina Turner. Tu pourrais la rencontrer, elle vient en Suisse. Bah, elle est Oui, suisse. absolument. Elle a la nationalité. Tout à fait. Pourquoi Tina Turner? Parce que lorsque j'étais chef pâtissier à l'hôtel La Palma au Lac à Locarno, elle a chanté sur la Piazza Grande de Locarno et elle habitait l'hôtel. Et donc à mes heures perdues pendant la coupure, j'ai fait une petite statuette en chocolat de Tina Turner. Évidemment, mon rêve le plus grand aurait été de lui l'offrir en main propre. Donc je suis passé par son impresario qui a dit écoutez, malheureusement, elle a fait déjà une tournée extrêmement importante, elle veut voir personne durant les 3 jours qu'elle passe dans l'hôtel. Et j'ai eu seulement en guillemets, une dédicace, une photo, mais un souhait serait évidemment de pouvoir passer une soirée avec. Mais la statuette lui est terminée. Absolument. À l'époque, il n'y avait pas encore les selfies, sinon tu aurais eu droit à... Oui, absolument, c'était en 1987, c'est vieux. Et l'autre personnalité, alors il s'agit de Emma Thompson. Actrice anglaise, Emma Thompson. Avec beaucoup de classe. Absolument. C'est pour le plus si affinité, ça. Tout à fait. Non seulement actrice avec un charisme extraordinaire, réalisatrice également. Oui, Donc, à succès en plus ces films-là. Très bien. Aux jeunes entrepreneurs, femmes ou hommes qui nous écoutent, quel conseil tu lui donnes? Alors, je lui donne le conseil d'apprendre les langues. Je lui donne le conseil de croire en lui également, de faire, peu importe la formation, ou la branche ou la profession, mais de la faire et avec passion, de la vivre à fond et de ne pas oublier la formation continue. Parce qu'à partir du moment où on a, quel que soit l'âge, son diplôme, il faut continuer continuellement à se former avec beaucoup d'humilité. Si tu étais une grosse bêtise? Ouais, des bêtises évidemment, j'en ai faites. Ça ne veut pas dire qu'on les regrette. Hein. Non. Notamment une fois, gamin, on avait dans la maison qui était vétuste à l'époque, des souris et des rats. Et puis j'ai pris 2-3 rats qui étaient morts. Puis je les ai amenés à la cuisine. Et à un moment donné, je les mets derrière le dos, je les sors du dos, je les montre à ma mère comme ça brusquement et j'ai cru qu'elle a fait un infarctus sur le coup. Parce qu'un rat, c'est quand même impressionnant. Hein, ah oui, ça peut vite. Oui. Rat, souris, ok, plus les gros, mieux c'est. Quoi. Et comment elle a réagi? Elle a fait un cri abominable. Si tu étais le mot de la fin de cette interview? Alors, le mot de la fin sera le suivant. J'aimerais ici remercier énormément mon épouse et mes enfants pour me supporter et surtout pour m'apporter tout leur soutien nécessaire à mon équilibre. Joli mot de la fin. C'est un très joli mot. Merci. Merci à toi. Gilles, merci beaucoup.